Il y a des objets oubliés qui reprennent vie lorsque l'on découvre leur histoire, celle qui les lie aux hommes. C'est dans cette chapelle que le père Lecoq a découvert, dans les combles, une statue de Saint-Joseph. Quand on l'a enlevé, on l'avait mis au presbytère. Le temps passe et la statue donc disparaît. Le curé d'Iracubo pendant quelques années a été donc le père Lecoq, qui était un prêtre spiritain. Le père Lecoq, il est rentré à jouer au foot comme il faut. Cette statue découverte dans les combles d'une chapelle en Normandie par un missionnaire guyanais originaire de Honfleur connaîtra un destin rocambolesque. Laissez-moi donc vous présenter la ville d'Honfleur, qui se situe donc au cœur de l'estuaire et au cœur de la Normandie, au pied du pont de Normandie. C'est une ville de 8500 habitants. 8500 habitants, mais c'est une ville qui voit passer chaque année plus de 3 700 000 visiteurs, ce qui en fait maintenant la 6e ville la plus visitée de France. Le site de Notre-Dame-de-Grâce est un site séculaire, exceptionnel, placé sur les hauteurs de la ville. Et les Honfleurais qui sont attachés à ce site, à cette chapelle qui est ici depuis des siècles, pensent souvent, lorsqu'ils ont des problèmes dans leur vie, à faire ce petit pèlerinage à pied qui dure quelques dizaines de minutes pour rentrer dans cette chapelle. La chapelle de Grâce à Honfleur est mondialement connue pour ses ex-voto. Un ex-voto signifie littéralement après un vœu ou un remerciement suite à une maladie, un naufrage ou un vœu de guérison quelconque. L'ex-voto peut prendre plusieurs aspects. Donc, on va commencer par les tableaux. Le tableau se compose en 3 parties. Le ciel, en haut. Au milieu, la mer avec le bateau qui soit sombre ou est en pleine tempête. Et en bas, une dédicace où on a la date, le nom du bateau et quelquefois l'explication du naufrage ou de l'événement qui a engendré le vœu. Ici à la chapelle, la dimension des ex-voto est très importante puisque aujourd'hui encore les habitants d'Honfleur aiment à présenter à Marie ce qui a été finalement leur moyen de vivre et particulièrement les bateaux. Et cela c'est extraordinaire de voir combien les Honfleurais sont attachés à cette dimension des ex-voto, qu'ils soient toujours à Honfleur ou qu'ils soient partis un peu plus loin ou que, éventuellement, de leurs différents voyages, ils puissent nous ramener ce qui fait finalement ce point commun entre les peuples. Et là, par exemple, je tiens entre mes mains 2 ex-voto qui nous sont très chers. Ce sont des pirogues de Guyane qui ont été offertes il y a plus de 20 ans à notre chapelle, mais que nous avons gardées précieusement, comme nous le faisons de tous les ex-voto que nous pouvons encore recevoir. Puis, cette chapelle, elle transpire. C'est toute cette prière qui a été prononcée ici depuis des générations, eh bien on la sent. C'est dans cette chapelle que le père Lecoq a découvert, dans les combles, il y a bien sûr bien des décennies après la guerre, une statue de Saint-Joseph. C'est ce Saint-Joseph qu'il a eu l'idée d'emmener dans son église de Guyane, puisque Saint-Joseph était le père de sa congrégation, c'était un peu son père spirituel, et depuis maintenant 20 ans, ce n'est pas la statue d'Iracubo, mais c'est celle qui m'accompagne. Ce petit Saint-Joseph est à mes côtés sur ce bureau depuis maintenant 21 ans, donc c'est un petit clin d'œil aux Guyanais, à la commune d'Iracubo et au père Lecoq. Voilà. Dans les années 50, la statue de Saint-Joseph sort de l'oubli et des combles de la chapelle de Notre-Dame de Normandie pour rejoindre la Guyane. Donnée à la commune d'Iracubo, cette statue disparaît alors que celle-ci est classée monument historique. Nous voici à Iracubo, là où le père Lecoq est nommé
en octobre 1948. Ma commune s'étend sur 276 000 hectares. Il y a 2000 habitants. 2000 habitants de différentes ethnies. Je suis de la communauté Kalénia. J'habite dans ma commune, dans mon village, au village de Bellevue. Donc ma commune est composée de plusieurs ethnies, comme je le disais. Donc il y a les Kaléniens, les créoles. Ensuite, de nouveaux communautés sont arrivées en 1989 du Suriname. Il y a des pêcheurs, qui vont à la pêche dans le fleuve, mais aussi à la mer, puisqu'il y a la pêche. Donc, ce sont des pêcheurs d'Irakubo, justement, qui emmènent les poissons et qui font vivre aussi ceux de Cayenne et d'Ouko. Il y a aussi le hangar à manioc du Bourg, là où on fabrique le couac, le cispa, tout ce qui est dérivé du manioc. Parce que le manioc, c'est ce qui constitue justement la première base d'alimentation à Irakubo. L'église d'Irakubo, qui a une forte influence touriste, c'est une église qui est constamment visitée, non seulement par les touristes, mais aussi où les pèlerins vont pour aller prier. Le Saint-Joseph est le saint patron d'Irakubo, donc le patron des travailleurs. D'ailleurs, il y a une fête tous les années le 1er mai, qui est fêtée en l'honneur de Saint-Joseph, une grande fête avec une grande messe. Saint-Joseph, c'est vraiment c'est très important pour nous, puisque c'est notre père. Les anciens se souviennent, à l'image de Nancy Belair, native d'Irakubo. Il demeure aujourd'hui la mémoire de la paroisse. Le père Lecoq est ordonné prêtre le 7 octobre 1934 et rejoint la Guyane comme missionnaire spiritain. Je suis resté toujours dans ma commune. Alors, inutile de vous dire, tous les dimanches, je venais à l'église. Et au fil des jours, on n'avait pas encore un orgue, même pas un orgue électronique. Alors, j'ai joué de l'accordéon. J'ai joué de l'accordéon ici pour animer la messe. J'ai commencé par l'accordéon. Et puis ensuite, j'ai aimé, j'ai été prendre 2 ans de cours. Je ne connaissais pas le solfège. J'ai été prendre mes 2 ans de cours, je me suis débrouillé, et puis je suis là jusqu'à ce jour. Parce que pour avoir une église comme ça, avec quelqu'un qui était condamné, qui a eu l'opportunité de venir ici, et puis travailler comme ça, c'est un don, c'est sans sou. Je ne sais pas comment il a pu rêver, juste au moment, le gars, il ne sait pas comment il l'a eu. Mais il était un bagnard. Nous sommes donc dans l'église de Saint-Joseph d'Irakubo, décorée par le relégué Huguet. Donc c'est un site exceptionnel et comme tout site sacré, il y a forcément des images pieuses, des statues pieuses et surtout des phylactères, c'est-à-dire des textes religieux qui font référence à la Bible. Généralement, ce sont toujours les mêmes textes qui sont utilisés, puisque bon, la Bible, l'Évangile ne change pas. Mais comme Francis Lagrange, son alter ego, qui vient en Guyane dans les années 1930, il a donc décoré les collatéraux, comme Lagrange l'a faisait du salut, avec des messages sacrés que nous voyons, avec évidemment des personnages, je dirais, métaphysiques et angéliques, les anges qui chantent à la gloire de Dieu et qui transmettent des messages de paix. Huguet était un bagnard relégué assigné. Assigné signifie qu'il avait eu le droit officiel de quitter la relégation collective où il était à Saint-Jean-du-Maroni. Et il va être il va signer un contrat avec un particulier, en l'occurrence avec l'église officielle donc de Cayenne et son aumônier ici présent. Et il sera transféré sur place où il sera en résidence et en échange de sa résidence et de sa prise en charge par l'église, il va s'engager
a utilisé ses talents d'artiste peintre pour pouvoir décorer l'église d'Irakubo. Donc ça, c'est une démarche classique qui avait lieu au sein de l'administration pénitentiaire pour les bagnards qui étaient talentueux et qui étaient classés ouvriers d'élite. C'était donc des bagnards d'élite au sein du bagne. Alors pour le père Lecoq, il prend la succession du père Renaud, qui était au milieu du bagne, et donc il va exercer son sacerdoce ou son rôle de pasteur de l'église donc sur Saint-Laurent-du-Maroni et à Irakubo, Sinamari en 1941, parce que je le retrouve lorsque l'avion américain se crache dans la savane de tout poisson, et il va ensuite participer à la fermeture du bagne. Donc il assistera donc, le dernier condamné à mort du bagne de Cayenne, qui lui sera condamné pour avoir assassiné Amana, donc à Cric-Jacques, l'ancien chef de camp. Quand le père Lecoq était là, il était dans les 20 ans. Voilà. Alors moi je l'ai connu, je n'ai pas été en frontière avec lui, mais je le connais très bien, il était très sympa. C'est le père Lecoq qui a jugé bon de faire un cadeau à cette église, ça c'est son don. Il a voulu faire cadeau, il n'avait pas un Saint-Joseph de cette taille, il avait un tout petit. C'était content. Puis c'est un prêtre qui fait un don. Vous savez, les croyants, surtout les croyants anciens, ils croyaient beaucoup à les saints, les anges, avec Jésus-Christ. Quand on est passé à Vatican II, il fallait enlever toutes les saints à l'église. En tout cas, moi, le père qui était là, il a obéi, il les a enlevés parce qu'à chaque poteau, il y avait un saint. Vous voyez les poteaux qui sont là? Il y avait un saint, et Saint-Jean d'Arc, Saint-Michel, etc. Oui, quand on l'a enlevé, on l'avait mis au presbytère. Il était justement dans un petit coin, dans la maison des hommes indiens. Il est resté là des années, hein. Et puis les charrassons continuaient à bouffer. Et puis bon, un beau jour, je ne me rappelle pas de l'année, le père Barboutin l'avait pris pour l'amener parce qu'il était prévu qu'on avait demandé à des spécialistes pour venir la réparer. Et finalement, ça n'a pas été fait. Pour la seconde fois, la statue Saint-Joseph est mise à l'écart dans les années 60 avec Vatican II. Christen Sarge est conservateur des antiquités et objets d'art de Guyane. Il revient sur l'histoire du seul mobilier historique classé du département. J'interviens en tant que conservateur des antiquités et objets d'art de Guyane et puis aussi au titre de l'inventaire général du patrimoine culturel. L'église Saint-Joseph d'Irakubo est l'un des monuments les plus importants dans le patrimoine guyanais. Il a d'ailleurs été classé monument historique il y a 40 ans. En 1978, c'est le premier édifice à être classé monument historique en Guyane. Et pour sa valeur vraiment architecturale et aussi pour sa valeur artistique, notamment en lien avec les peintures du bagnard Huguet, et puis aussi pour un ensemble d'objets mobiliers qui existent toujours en partie dans l'église. À l'époque, cet édifice a déjà eu les honneurs des monuments historiques, mais il faut remonter à 1954, année où il y a une première mission monument historique avant même la création de la direction des affaires culturelles, avant même la mise en place de tous les services que l'on peut connaître aujourd'hui. Et parmi les édifices vraiment qu'il a soulignés, l'église Saint-Joseph d'Irakubo, notamment pour la valeur de ses peintures, que l'on attribuait à l'époque déjà au bagnard Huguet. Dans ce rapport-là, il ne mentionne pas les objets mobiliers et donc il ne parle pas de la statue Saint-Joseph qui nous occupe. Les années passent et l'intérêt des monuments historiques pour l'Église ne concerne pas uniquement un label que cet édifice obtient, mais également toute une série de travaux, de campagnes de restauration qui vont être menées à partir de son classement et qui vont
intéresser les professionnels donc plus sur l'aspect des objets mobiliers. Et donc il va falloir attendre 1993 pour que le premier et le seul pour l'instant objet mobilier de l'église soit protégé au titre des monuments historiques, en l'occurrence classé, à savoir donc la statue de Saint-Joseph. C'est actuellement, il faut le souligner, le seul objet mobilier classé monument historique en Guyane. L'église donc a connu donc des campagnes de restauration. Les monuments historiques se sont aussi intéressés à la préservation de la statue de Saint-Joseph, même si elle n'était pas encore protégée. Dans les années 1980, il y a déjà un premier traitement qui est opéré sur la statue, attaquée à l'époque par donc, des insectes xylophages. Et il y aura un rapport en 1992, donc juste avant son classement, de préconisation, de restauration faite par donc, les monuments historiques. Le temps passe et la statue donc, disparaît de l'horizon des habitants d'Irakubo, mais aussi des monuments historiques, et elle va être retrouvée par la direction des affaires culturelles grâce à l'intervention d'un journaliste, M. Daniel Saint-Jean. Et ces retrouvailles vont permettre d'enclencher une vraie restauration, ou plutôt un sauvetage de ce qu'il reste de cet objet tout à fait remarquable, mangé complètement par les insectes et avec des couches picturales extrêmement dégradées. Donc la restauration va s'opérer dans les début des années 2010, et elle sera après repositionnée là sur son socle, donc au niveau du cœur de l'église. Après la restauration, le sauvetage de la statue Saint-Joseph, la direction des affaires culturelles, en partenariat avec la commune et puis les paroissiens, replace l'objet sur son socle dans le chevet de l'église, et ce travail est inauguré lors des journées du patrimoine en Guyane. Nous sommes très contents, nous les fidèles. Nous sommes contents de voir les faire revenir. Parce que l'église, quand il était avec Saint-Joseph, vous l'avez bien vu, on l'a mis au-dessus, là, pour montrer que c'est le Père nourricier. Il est né avant Jésus-Christ. Les recherches sur la statue de Saint-Joseph et le Père Lecoq se poursuivent aux archives diocésaines. Monseigneur Emmanuel Lafont est évêque de Guyane. Donc la statue de Saint-Joseph qui se trouve actuellement à Irakubo est une statue qui a été classée il y a 25 ans maintenant, et qui de suite ensuite a été restaurée de façon assez importante par la culture. Alors nous sommes très heureux d'abord classer la seule œuvre historique qui soit classée monument historique en Guyane, donc une œuvre religieuse. Ça ne m'étonne pas outre mesure, parce que vous savez, de tout temps, l'art a été très lié à la foi et à la culture religieuse, à la dimension transcendantale de l'être humain, et au fait que tout ce qui est beau est quelque chose de divin dans tout ce qui est beau, dans tout ce qui est bon et dans tout ce qui est vrai. Il n'y a pas d'étonnement à avoir à cela. Donc nous sommes très fiers. Saint-Joseph est important en Guyane parce que c'est le patron de la communauté des sœurs de Saint-Joseph de Cluny. Ils sont venus en Guyane avec la bienheureuse Anne-Marie Javouet et qui ont fait un travail énorme, et jusqu'à aujourd'hui encore. Le curé d'Irakubo pendant de longues années a été donc le Père Lecoq, qui était un prêtre spiritain. La congrégation des Pères du Saint-Esprit, ou spiritain, est une congrégation missionnaire qui rassemblait des prêtres d'Europe et d'ailleurs, aujourd'hui, pour les envoyer en mission en dehors de leur pays d'origine. Et ils ont été fondés au XVIIIe siècle et donc rénovés aussi au XIXe siècle avec le bienheureux François Liberman, un juif de Strasbourg converti au catholicisme. Ce sont donc des missionnaires, et ce territoire de Guyane a été totalement entre les mains des missionnaires spiritains du XVIIIe vers la fin du XXe siècle. Le premier évêque non spiritain étant mon prédécesseur, Monseigneur Sankale. Le Père Lecoq a vécu dans beaucoup d'endroits, en Cayenne, et puis à Irakubo, il a passé de nombreuses années. Le Père Lecoq a vécu les transformations de l'administration religieuse de Guyane, puisque lorsqu'il est arrivé, c'était une préfecture apostolique dépendant directement de Rome, et donc un prêtre à la tête de la Guyane, puis c'est devenu un vicariat apostolique dans les années 30, 33, 34, 35,
Et puis en 1956, c'est devenu le diocèse de Guyane avec un évêque nommé et donc évêque ordinaire de Guyane. Je suis le 4e de ces évêques. Voilà donc une lettre du 16 octobre 1948. Le père vient d'arriver à Irakubo. Il écrit à l'évêque: Excellence, me voici installé à Irakubo depuis le jeudi 7 octobre, après avoir passé un après-midi et une nuit à Sinamari, et je suis juste arrivé sur place pour une inhumation. Ici tout va bien, mais il y a beaucoup à faire. Par exemple, j'ai trouvé des poutres de bois installés dans les différents meubles de la sacristie, où heureusement ils n'ont pas eu le temps de faire grand mal. Je travaillerai à les déloger. Une deuxième lettre donc du 18 février 1953. Excellence, j'ai l'intention de passer mon congé en famille à Honfleur, dans le Calvados. Le pont d'Organavo est réparé, mais il reste 4 des piles qui doivent être arrivées et la circulation n'est pas assurée. Et elles le seront bien après la réflexion. Le deuxième architecte doit venir nous voir. Je essaierai en effet de faire trancher la question pour la venue dès que possible de ce qu'il pourra faire pour réparer cette maison. En réalité, une fois en Honfleur, il a effectivement découvert dans les combles du presbytère une statue de Saint-Joseph qu'il fera venir. C'est cette statue que nous retrouvons là et qui donc a été déclarée monument historique il y a 25 ans. Et donc voilà la dernière lettre qui date du 18 octobre 1954, dans laquelle il écrit: Excellence, il est possible que dans les bagages des pères qui vont venir de France ou dans ceux de Monseigneur, il y ait une statue en bois du XVe siècle de Saint-Joseph, cadeau de la ville de Honfleur à la paroisse d'Irakubo. Cette statue sera placée sur une console au-dessus du maître-autel. Cela donnera de la valeur à notre église. J'espère que tout va bien à Cayenne. Voilà donc l'origine de la venue de cette magnifique statue dans l'église d'Irakubo, grâce au Père Lecoq. En 1954, le Père Lecoq ouvre un home indien à Irakubo. Une des réalisations importantes du Père Lecoq, c'est la création à Irakubo d'un home indien, comme il en a existé dans beaucoup de localités de Guyane, à l'intérieur et sur le littoral. Alors qu'est-ce qu'un home? C'est un internat d'enfants et de jeunes qui a été conduit de tout temps par des prêtres et des religieuses, des sœurs de Saint-Paul de Chartres ou des sœurs de Saint-Joseph de Cluny, parce que les Indiens habitaient trop loin des lieux où il y avait des écoles, donc il fallait qu'ils soient en internat. Il reste aujourd'hui un home amérindien. La plupart d'entre eux ont laissé un très bon souvenir, certains moins bons, conditions peut-être des conditions des relations entre certains des responsables du home et puis les jeunes, mais dans l'ensemble ça a été quand même un lieu à la fois d'éducation sérieuse. Les homes que j'ai connus moi et que je connais encore à Saint-Jean sont des lieux d'excellence dans la réussite scolaire. Ce sont aussi des lieux d'éducation, y compris d'évangélisation. Quand le Père Lecoq était là, nous sommes devenus département. Et à l'époque du département, on a jugé bon de rassembler les Amérindiens ensemble. Avec l'évolution du départemental, il fallait les rassembler pour qu'ils puissent bénéficier des aides sociaux. Alors, de ce fait, on a jugé bon, on a cherché, à l'époque c'était la Maïdmé qui était maire. Ils ont jugé bon de rassembler les Amérindiens à un nommé là-bas Bellevue. C'était de la brousse qui était là, mais avec un peu de savane. Au fil des années, bon, on a jugé bon, quand on les a rassemblés, mais ils n'allaient pas à l'école à l'époque. C'est tout à fait normal, ils viennent à l'école. De ce fait, on a monté le home, ici, pour les garçons, pour les permettre d'aller à l'école et puis un peu connaître la religion, quoi. Il faut dire, il ne faut pas louper, hein. Alors parce qu'ils n'allaient pas à l'église à l'époque, quand j'étais sur la rivière, je ne connaissais pas. Alors maintenant, quand le Père Lecoq, on a monté les hommes, on a jugé bon, c'était pas comme ça. Et on a fait le toit, il y avait le toit, il y avait l'enclos, mais c'était pas tout à fait comme ça. Et puis on voyait, il y avait les hamacs, parce qu'ils avaient l'habitude de dormir dans les hamacs.
Alors quand c'était tellement beau de voir ça, alors on n'avait mis que des poteaux dans... Il a dit, ils étaient au moins une vingtaine. Des garçons, hein, pas de filles. D'accord? Mais lui, il a connu Père Lecoq complètement. Depuis son rentrée ici, il a connu Père Lecoq. Alors, si tu pouvais, l'auto entrer, si tu as songé, d'y raconter, l'auto vient ici, comment ça t'est passé, comment ça te fait, comment ça t'est efficace. Tu comprends? Ça t'est fait. Quand je suis arrivé ici à l'internat, Saint-Joseph, ben, j'avais 4 ans et demi. Alors, avant moi, il y avait déjà des plus âgés. Voilà. Ce n'est qu'après, il y avait des autres qui sont rentrés. Alors, donc en tout, nous étions à 23. Et puis, il y a d'autres qui venaient, même les jeunes d'ici même, des créoles et tous ceux qui venaient, ben, ils étaient les bienvenus ici chez le Père Lecoq, avec le Père Lecoq. Oui. Le matin, avant de partir, il fallait réviser les leçons. Après, il fallait, moi j'étais dans la vaisselle, balayage et le préau partout, oui, et ratissage. Ici, là, c'était propre, comme vous voyez, là, oui. Et bien, il y avait des fleurs partout, et bien voilà, c'est ça. Et après, quand on avait fini ce qu'on avait à faire, eh bien, on prenait le chemin de l'école. Voilà. Dans la sienne. Oui, à l'école. Et puis, entre-temps, le football est arrivé ici. On jouait ici au départ, moi quand j'étais enfant, il n'y avait pas du foot ici. On ne jouait pas au ballon ici, le football. Père l'époque, comme lui, il est sortant là-bas, il connaissait le foot, il a eu l'opportunité de faire un petit terrain de foot ici. Et c'est à côté là. Voilà, c'est ça. Et là, de ce fait, il jouait au football quand il s'agissait. Et puis là, nous, en qualité de créole, eh bien, on a trouvé beaucoup de jeunes amérindiens qui jouaient mieux le foot que nous. Parce que le Père Lecoq, il les montrait à jouer au foot comme il faut. Mieux que nous, on n'avait pas de moniteur, il n'y avait rien, on jouait comme ça avec les yeux. Mais avec eux, ils ont eu l'occasion de faire l'équipe d'Irakubo, monter un peu plus, on jouait contre Sinamari. Quand le statut est venu, eh bien, on regardait, mais comme on avait vu un statut grand comme Saint-Joseph, il y avait des petits comme ça, là, oui, ceux qui sont à l'église, Sainte-Thérèse, Saint-Michel. Retour à Honfleur, en Normandie. Michel Lamarre évoque cette ville portuaire, point de départ de nombreuses pérégrinations. Donc d'ici, de ce bureau, j'ai la chance de vivre à côté de ce magnifique bâtiment qu'est la lieutenance. Et c'est de la lieutenance que des dizaines de grands découvreurs du monde entier qui sont partis vers de nouveaux horizons sont partis depuis cette bâtisse de la lieutenance Samuel de Champlain. Mais c'est aussi, quand on pense à ceux qui ont découvert le monde, on a une pensée pour le père Falaise, qui a été le premier évêque des Inuits. Et bien évidemment, aujourd'hui, j'ai une pensée particulière pour son neveu, qui lui aussi était entré en religion, qui était le père Lecoq, et qui a passé des années à Cayenne, et notamment au bagne de Saint-Laurent et au bagne de Cayenne, le fameux bagne de Cayenne. Il a terminé ses jours ici, à Honfleur, dans la ville des peintres, dans la ville des pêcheurs. Je l'ai connu avant son départ pour la Guyane, c'est-à-dire dans les années 35 ou 36. Il est parti en Guyane. Je vais été le conduire au Havre et il avait pris le bateau de Colombie. Et ensuite, pendant la guerre, on n'a eu aucune nouvelle de lui, forcément. Et il est revenu en 1947, en France. C'est-à-dire il a été privé de toute la famille pendant 5 ans, quoi. 5-6 ans. Quoi. On ne l'a pas vu, ni de nouvelles, pas de lettres, rien du tout. Hein. Oui, parce que là, on ne savait pas du tout ce qu'il était devenu. Hein. Le frère de ma grand-mère, Monseigneur Falaise, qui lui avait été dans le Grand Nord canadien,
c'est lui qui, en partie, a payé ses études, en fait. Oh, mais c'est mystérieux, hein. Il racontait pas beaucoup de ses affaires. Il avait des bons souvenirs de là-bas, mais je vous dis, il n'était pas tellement... comment je veux dire, il n'aimait pas en parler, quoi. Il a dit une fois qu'il avait vu un bagnard un peu célèbre là-bas. Oh, je me souviens plus. Seznec, quoi. Voilà. Il m'a ramené une collection de papillons. Il y a même un petit serpent. Une montre religieuse. Il m'avait expliqué tout ça, mais... Alors forcément, les papillons, ils se dégradent parce que... Alors voilà, je la remets dans cette armoire-là. Comme ça, elle est bien à l'abri et facile à prendre. Le père Lecoq quitte la Guyane en 1970, mais rejoint Honfleur qu'en 1974 comme aumônier de l'hôpital. La fin de sa vie, un jour, il y a un monsieur qui m'a téléphoné, m'a dit ton oncle a un malaise cardiaque. Alors j'y suis allé aussitôt, il était là-bas à l'hôpital. Je suis monté, bon. Quand je suis arrivé, il était mieux. Mais il m'a dit, tu sais, ne te soucie pas, ça va se reproduire. Puis effectivement, peut-être 3 semaines après, il a fait une crise cardiaque irréversible, quoi. Pour ça, dès qu'il est décédé, je vous dis, il y a un François qui m'a téléphoné pour me donner un rendez-vous, qui m'a pris un temps, je l'ai là, je crois, l'article. Il m'a dit qu'il avait su que le dernier aumônier du bagne était décédé, du bagne de Cayenne. Le 8 juin 1956, le maire d'Irakubo, Edmé Lama, est reçu à la mairie de Honfleur. Il est venu remercier la ville pour le don de la statue. Une trace qu'a laissé l'un des prédécesseurs des maires d'Irakubo, M. Lama, en 1956, il est venu signer notre livre d'heures. Edmé Lama était le premier magistrat d'Irakubo au milieu des années 50. Il avait fait le déplacement afin de remercier la ville pour le don de la statue. Voici le livre d'heures, le premier livre d'heures de la mairie de Honfleur, que nous conservons avec beaucoup de précaution. C'est un document historique et à cette page, voici le témoignage, le 31 mai 1956, du passage de M. Edmé Lama, maire d'Irakubo, Guyane française, qui à l'époque avait remis quelques cadeaux à la mairie, notamment des poteries et des carquois exécutés par des peaux-rouges de sa commune. Un terme qui était à la limite très respectueux, puisque c'était les habitants premiers de la Guyane, certainement. Et donc la municipalité d'Honfleur avait rédigé de cette façon-là, avec beaucoup de respect et beaucoup de reconnaissance pour cette visite historique. Nous nous trouvons aux archives municipales de la ville de Honfleur. Donc c'est là où sont conservés tous les documents depuis le XVe siècle jusqu'à nos jours. Suite à votre demande, on s'est penché sur l'histoire et de l'abbé Lecoq et de la statue Saint-Joseph. Malheureusement, on n'en a retrouvé aucune trace, hormis dans le registre du livre d'or de la ville, où on a vu que le maire d'Irakubo était venu en 1956, si je me souviens bien, à Honfleur, remettre quelques objets dont malheureusement il n'y a aucune trace également de conservation, que ce soit aux archives ou au musée. Voilà. Donc on a regardé tout ce que l'on avait, nous, dans cette collection. Pour le père Lecoq, on a également regardé ce que l'on avait sur la chapelle de l'hôpital, puisqu'il a été aumônier à la chapelle de l'hôpital. Et puis pour la statue, eh bien, c'était avec les différents articles de presse qui parlaient de la chapelle de Notre-Dame-de-Grâce, mais nous n'avons malheureusement rien trouvé de concluant. Et malheureusement, nous n'avons pas l'inventaire du mobilier de la chapelle Notre-Dame-de-Grâce. Ce qui appartient à la paroisse est conservé par la paroisse. Parce que depuis, hormis les documents avant la Révolution française, qui ont été donc récupérés par les municipalités
après la Révolution, mais depuis le XVIIIe siècle, les paroisses ont leurs propres archives. Donc comme la chapelle de Grasse est toujours affectée au culte, c'est le presbytère qui conserve. Et je suis l'heureux prêtre de cette paroisse, si riche en histoire. Et c'est vrai que sur la chapelle de Grasse, nous avons beaucoup de choses qui nous parlent de cette histoire extraordinaire qui évoque évidemment tout le passé d'Honfleur avec les marins et leur voyage sur les différentes mers. L'histoire de la chapelle, c'est évidemment beaucoup de dévotion, mais c'est aussi à un moment de son histoire une période un peu compliquée, puisque au moment de la Révolution, la chapelle est transformée en taverne. Et donc l'abbé Vastel, après la Révolution, va restaurer et rendre le culte dans cette chapelle, et va aussi permettre à ce que cette chapelle retrouve toute sa dignité en organisant les premiers pèlerinages. Alors, évidemment, moi je serais assez enclin à penser que qui dit restauration de la chapelle dit évidemment on prend le temps à nouveau d'y mettre les statues qui conviennent, et évidemment je pense que c'est grâce à lui que la statue de Saint Joseph est arrivée dans notre chapelle, la première statue de Saint Joseph. Et j'ai même retrouvé des documents qui nous parlent de 15 processions qui partaient avec, de différents endroits de Honfleur et qui montaient par des chemins différents pour aller se retrouver ensemble à la chapelle. Donc c'était des milliers et des milliers et des milliers de personnes qui venaient en pèlerinage à la chapelle. C'est dire vraiment combien c'est, en ce 19e siècle, il y a eu une dévotion extraordinaire à Notre-Dame de Grasse, et évidemment donc à travers Notre-Dame, à celui qui était à côté d'elle, Saint Joseph, et on peut vraiment comprendre combien des milliers et des milliers de personnes, des générations, sont venues prier devant cette statue de Saint Joseph qui se trouvait dans notre chapelle. Alors, j'ai retrouvé dans nos archives la plus ancienne photo qu'on de 1800, je pense 1880 à peu près, mais qui est intéressante parce que c'est une grande photo, c'est une grande photo et qui nous présente l'intérieur de la chapelle avec cette décoration 19e. Donc, on découvre sur cette photo comment cette chapelle au long de ce 19e siècle avait été redécorée, et donc sur cette photo de 1880 on voit bien notre statue de on aperçoit bien notre statue de Saint Joseph qui est là et qui veille sur notre chapelle. La statue actuelle de Saint Joseph est une statue qui 18e, je pense, qui correspondait plus avec la Vierge, et c'est pour ça qu'il a été mis là, sans doute pour justement faire un rappel entre la statue de Notre-Dame de Grasse et Saint Joseph. On va redécouvrir, si je puis dire, la personnalité de Saint Joseph au XIXe siècle. Saint Joseph va prendre une ampleur qu'il avait peut-être pas jusque-là, dans le sens où c'est le père de famille, c'est celui qui protège, et on peut penser à ces moments où il veille sur la Sainte Famille, et vraiment il devient un peu le symbole, si je puis dire, de cette famille, particulièrement du Second Empire, où Saint Joseph va évoquer cette dévotion que les Honfleurais doivent avoir envers
je dirais, le père, hein, et ce modèle de père aussi, qui est aussi très important dans notre ville, puisque le père, ici, c'est le marin, c'est celui qui va, qui risque sa vie pour apporter la nourriture à son épouse, à ses enfants. Voilà, alors malheureusement, après bien des recherches sur toute cette partie de l'histoire de notre chapelle, je suis obligé de dire que c'est plutôt infructueux. On n'a pas de passage, de traces écrites du Père Lecoq et de ce moment où la chapelle a reçu sa visite et où la statue de Saint-Joseph aurait pu partir sur sa demande ou sur la proposition du chapelain de l'époque. La statue actuelle de Saint-Joseph, à Notre-Dame-de-Grâce, a été installée en 1953. Le Saint-Joseph d'Iracubo a été enlevé de la chapelle et quitté Honfleur en 1953 également. Mais voyez sur cette carte postale datée de 1924, la statue ne semble pas être celle d'Iracubo. Y aurait-il une statue manquante? Et que penser de cette gravure non datée? Je suis un petit peu sceptique par rapport à cette histoire de 3 Saint-Joseph. Je n'y crois pas du tout. Je pense que non, il y a eu 2 Saint-Joseph, un point c'est tout. Il existe encore aujourd'hui beaucoup de mystères sur la datation de cette statue. Jean Bergeret, spécialiste, émet une hypothèse tranchée sur la question. Je suis président de 2 associations patrimoniales, l'association du Pays d'Auge et l'association du patrimoine cultuel et art sacré dans le Calvados. Et c'est cette association qui fait des inventaires dans toutes les églises du Calvados. Pour moi, c'est une statue qui date du 19e. Et qu'est-ce qui vous fait dire ça alors? Bien, c'est par la négative en fait, c'est parce qu'au 18e, on ne verrait pas ça. Ça donne, les statues là, ça donne l'impression d'être un peu stéréotypées, comme le sont les statues en plâtre du 19e siècle. Par contre, dans le visage de Saint-Joseph, il y a une expression qui est intéressante. Et puis, malheureusement, on ne voit pas très bien parce que le bois a été abîmé. Et donc, ça cache un peu tous les traits du visage. Mais néanmoins, c'est quand même c'est une œuvre intéressante. Alors, ce qui m'étonne, c'est que tout est 19e, mais que c'est en bois. C'est vraiment une statue du 19e. Et c'est pas fait par un artisan local, hein. C'est fait par un artisan ou un sculpteur qui avait du métier. Et vous voyez ça à quoi? Au drapé Si c'était un artisan local, il y aurait moins de sensibilité dans le visage, il y aurait un drapé moins souple. Parce que là, le drapé est souple, là, le Saint-Joseph porte une grande tunique, un grand manteau rejeté sur ses épaules. Ça ne serait pas aussi souple. Pourtant, cette statue était présentée par le Père Lecoq comme étant du XVe siècle. Les curés ne sont pas forcément spécialistes en art. Un autre avis recueilli est celui de maître Francis Dupuis, commissaire-priseur et habitué à la vente d'objets d'art. Je suis commissaire-priseur depuis 1968. Je vais fêter mon jubilé, 50 ans de, je ne sais pas, de bon ou mauvais service à Honfleur. J'organisais les ventes et je faisais les ventes tous les mois d'objets d'art et de peinture, de sculpture. Donc j'ai une petite habitude de ce genre de choses. Alors il est difficile de juger une pièce sur une photo, mais à mon avis, je dis bien à mon avis, quand on voit la statue, enfin l'original de la statue avant d'avoir été repeinte, pour moi cette statue, à mon avis, je répète, est plus ancienne. Ça peut aller du 16e ou au 18e.
compte tenu de son état et de sa sculpture, qui est intéressante parce qu'il y a un beau mouvement, ainsi que les boucles de ce saint. Et voilà, l'état est mauvais. Après, on a fait des repeints, ce que je trouve pas très heureux. Ce serait plus agréable, enfin, non pas agréable, mais ce serait mieux de lui redonner dans son état d'avant, original. Moi, l'allure générale, pour moi, c'est avant le 19e. Tout à fait. Dans la finesse des sculptures, surtout, la tête du saint est très très bien travaillée, très bien sculptée. Pour moi, il faudrait la voir, évidemment. J'irais bien en Guyane la voir. Mais voilà, on m'apporterait cette statue avant, dans cet état-là. D'abord, il faut la restaurer afin qu'elle est en très mauvais état, donc il faut surtout la traiter. Malheureusement, elle a été repeinte. Comment ils ont pu enlever la polychromie ancienne? Est-ce qu'ils l'ont enlevée? Il faudrait savoir si la polychromie ancienne est restée et changer toute cette polychromie tout à fait là, contemporaine, et qui change l'allure de cette sculpture. L'analyse de Françoise Lecoq, historienne spécialiste du XVIIIe, est tout aussi intéressante. Pour moi, je pense qu'il s'agit d'une statue donc de Saint-Joseph du XVIe, XVIIe siècle, pour différentes raisons. Saint-Joseph est représenté donc avec une barbe, alors qu'au Moyen-Âge, par exemple, il est représenté imberbe. De plus, il porte une tenue relativement riche, une cape avec beaucoup de drapés, beaucoup de détails dans les dessins, dans les plis. Donc, ce qui suppose qu'il représente l'évêque. L'évêque a une mission de surveillance, de contrôle des fidèles. Et Saint Joseph, il faut se rappeler qu'il avait la mission de veiller sur la Vierge. Si on regarde la position de cette statue, on peut supposer que le bras gauche devait porter l'enfant Jésus, et dans sa main droite, il devait avoir son symbole qui est le bâton, avec souvent au bout de ce bâton des fleurs de lys pour représenter sa virginité, sa pureté. Cette statue est en polychromie, c'est-à-dire plusieurs couleurs. Je pense que son manteau devait être bleu, avec des dessins, des fleurs, certainement des lys et des étoiles que l'on voit ici pour représenter sa mission divine. La représentation de Saint Joseph a évolué avec le temps. Moyen-Âge, on représente Saint Joseph jeune, imberbe. Dans la Renaissance, on commence à le représenter avec la barbe, une chevelure beaucoup plus fournie. Et après, 18e, 19e jusqu'à nos jours, on représente Saint Joseph comme un personnage vieillissant inséré dans des scènes bibliques, telles que la Nativité. Donc là, moi je pense qu'on est complètement en 16e, 17e, avec son habit et ses vêtements riches d'un évêque. Je vois la restauration faite sur cette statue, je trouve ça surprenant, parce que les détails de fleurs et de représentation d'étoiles sur la cape a disparu. Il faudrait complètement nettoyer et refaire à l'identique, même si la restauration ne peut pas être complète, mais montrer au moins comment était la statue à l'origine, parce que là c'est un vrai carnage. Le mot est lâché. Cependant, la datation répond à des critères d'éligibilité complexes que nous relate Kristen Sarge. Lors de la commission départementale des objets mobiliers de 1992, dans le procès-verbal, on peut lire que la statue de Saint-Joseph a été présentée comme objet remarquable, dont on souhaitait l'inscription, voire le classement. Donc à l'époque, la conservatrice des antiquités objets d'art, donc Anne-Marie Brelot, a présenté le dossier, et à partir d'un premier travail
historique, de recensement donc des informations tant documentaires que sur l'objet même. Et on a proposé donc une inscription et un classement qui a été obtenu donc en 1993. Force est de constater donc 25 ans après que les éléments historiques n'étaient pas forcément très aboutis, mais bon, c'est normal, hein, c'est le jeu aussi de l'avancée de la recherche, et qu'à l'époque on avait estimé la date de la statue de Saint-Joseph, de sa fabrication j'entends, donc au XIXe siècle, sans trop de précision. Et on savait par contre qu'elle était arrivée dans un contexte particulier d'échange entre deux communes dans la deuxième moitié du XXe siècle. Seul objet de Guyane classé monument historique, la statue de Saint-Joseph est du 15e, du 16e ou du 19e? Ça, je ne vais pas dire ni oui ni non, parce que moi je suis né en 1900. Alors 1700 et 1800, je ne sais pas. On discute comme ça, mais je ne sais pas, les hommes qui pourraient donner ça, ils ne sont plus ici. C'est une histoire qui embête le cerveau un peu.